Pour que la page s'ouvre et qu'on est sur le moteur en direct, enclenché. Ah ouais, pour l'instant, il n'y est pas. Il n'y est Je pas. vais regarder si... Je suis pas sûre qu'ils sont. Je sais pas, moi je vois pas. Pour l'instant, non. En fait, Non, je crois pas. Hein. non, il est annoncé. Il est annoncé, Voilà, oui. il est là. C'est bon, il est là. Oui, il a annoncé, mais. Et là, Ouais, Bati est là. Et là, on te voit même toi en direct. Hein, ouais, c'est très bien. On voit comment on respecte les consignes de sécurité. Salut à tous. Et là, tu auras les questions qui vont apparaître là. Super. Ils vont apparaître là. Ouais. Donc ça, c'est que ce soit ton mieux ou mon mieux. Là, c'est moi, là, c'est chez moi. Mais tu pourras les voir apparaître et créer. Ici, pose une question, François Delparty, quelque chose à François. Et elles vont défiler au fur et à mesure. Mais là, tu réponds, c'est pas toi. Ah oui, d'accord. Toi qui te déconnes. Alors surtout, coupez le son de l'ordinateur. Ouais, c'est fait. C'est fait. Ouais, non, là, je rigole pas. Ouais. Attention, parce qu'on est en direct, il y a déjà 28 viewers. Hein, faites attention. Voilà. Allez. Bonne émission. Moi, je monte. On va le partager. Peut-être mettre un micro. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'on fait les conneries, on ne met pas son masque. Ouais, c'est clair. Hop. On ne trie pas tout le monde dans le dos. Ouais. Je me permets de remettre un peu bien ton col de... Je te donne l'oreillette tout de suite. Super, merci. Merci Nicolas. All up in my mental playing make-believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah, oh yeah. Well, I'm wrapped up, I need it back.
Bonjour à tous et à toutes, chers amis confinés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. L'émission qui va booster votre sérotonine, c'est cette émission à l'école du bonheur. C'est la première émission consacrée au bien-être et à l'éducation. Donc on est à la fois sur 9 plateformes, on est notamment en Facebook Live et on est en quotidienne sur la chaîne Demain TV. Alors j'ai l'honneur de recevoir pour la première Asma Niang. Bonjour Asma. Ça me rassure que je suis pas la seule. Et on va, Asma, voir des images de toi. Tu es judokate internationale. On voit en ce moment des images de tes combats. Tu es l'une des meilleures du monde dans la catégorie des moins de 70 kilos. 4 fois championne d'Afrique sous les couleurs du Maroc. On voit ces images de toi, elles vont arriver, ces images. Donc parce que ta maman était marocaine et ton papa sénégalais, tu as participé aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Mais le grand public te connaît aussi parce que tu étais l'une des stars d'une émission d'M6 il y a quelques années. Tu as été l'une des premières femmes pompiers de Paris. Tu as mille vies en quelque sorte. C'était derrière l'uniforme les soldats du feu. J'ai une première question à te poser, chère Asma. Tu es qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais évidemment les Jeux ils sont décalés d'1 an. Alors comment tu fais pour t'entraîner pendant cette période de confinement ? Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas. Oui, on t'entend, vas-y. Bonjour François. Salut Asma, je te posais la question, comment tu fais pour t'entraîner pendant cette période de Je confinement? n'entends pas. Oui François, alors je n'entends pas. Je n'entends pas et il y aura un problème technique. C'est la première, donc c'est normal. Voilà. Tu entends le son là? Là j'entends très très bien. Super, génial. Tu essuies les plâtres, Asma. Donc je te répète pour la 3e fois la question, mais là tu m'entends. Tu t'entraînes comment? Parce que c'est compliqué, tu peux pas aller dans une salle. On va voir d'ailleurs des images, tu nous as envoyé des images de toi t'entraînant chez toi en fait. Comment tu fais? Après, on connaît les sportifs, ils ont une capacité d'adaptation qui est extrême. Donc du coup, je m'entraîne à la maison. Donc là, je vis en coloc. Donc du coup, ma coloc qui ne fait pas de judo, mais je suis obligée de porter le kimono de temps en temps, pas toujours. Et j'ai gardé. On va la voir d'ailleurs sur les images où tu vas lui faire la misère un peu. Elle a jamais fait de judo, elle. Alors non, ça c'est les images de toi en combat. Donc on rassure tout le monde, c'est pas elle. Heureusement, voilà, ça c'est toi à la maison. Oui, voilà, le tatami devient le canapé. Et puis, non, mais après j'ai gardé le même rythme, sachant que je m'entraîne 20 heures par semaine. Et du coup, j'ai gardé le même rythme à m'entraîner le matin très tôt et puis en fin de soirée. Donc j'ai essayé de garder le même rythme j'espère, le 11 mai, on pourra retourner sur l'entraînement. Donc, garder un peu le même rythme. Donc, on est obligé de s'adapter et de s'entraîner à la maison. Et c'est là où ta colocataire s'est dit, mais pourquoi? Parce qu'on va la voir, là, tu es en train de c'est terrible. Pourquoi je me suis mis en colocation avec une judokate de haut niveau? Après, la seule chose qui la rassure, c'est dès qu'elle a entendu, elle a eu la nouvelle que les Jeux, en 2021, elle a plus jamais porté le kimono. Elle a dit, t'as 1 an, laisse-moi tranquille. D'accord. Tu nous rassures, elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. D'accord. On va. Tu nous as envoyé une série de photos qui vont permettre un peu de raconter ta biographie, qui est longue. On va aller vite, mais à l'âge de 12 ans, tu arrives en France, à Noisy-le-Grand. Et on va voir d'ailleurs une photo de toi avec tes copines. Donc là, on est en plein dans le sujet. C'est l'école du bonheur avec tes copines. Mais tu parles pas un mot de français. Donc tu vas être scolarisé à l'école des abeilles à Noisy-le-Grand, qui est une école francophone. Tu as un peu de mal à apprendre le français, mais tu vas faire une rencontre qui est en fait la rencontre du sport, tout simplement. Et on te voit... une autre photo de toi, mais alors c'est pas du judo, tu es en train de faire de l'athlétisme. Tu nous racontes cette rencontre avec le sport? Oui, je suis arrivée à l'âge de 12 ans dans les écoles des abeilles et donc du coup, il y avait la UNSS, donc il y avait du sport
on va dire 2 fois par semaine. Et puis, je courais très vite. Donc, moi, voilà, c'est hyper actif. Donc, il y a un petit entraîneur, enfin, qui m'a dit, bon, moi, je vais t'intégrer dans l'équipe. Il m'a inscrit dans un club. Et puis, je pense que mon apprentissage, et puis, j'ai appris le français vraiment en faisant du sport et pas vraiment à l'école, en fait. Donc, du coup, avec les copains, les copines, et puis, bon, on partait en compétition souvent, les samedis, dimanches. Et, déjà, je me suis révélée dans le sport. Et tout simplement, donc, confiance en soi. Donc, le français, j'ai pu apprendre très vite et puis intégrer un cursus normal par la suite. Alors, tu parles de sport. Mais il y a quand même quelque chose dans ta tête, c'est pas seulement le sport, c'est le sport de haut niveau, parce que tu vas notamment faire ce qu'on appelle les paniers, c'est-à-dire accompagner des athlètes de haut niveau dans les meetings internationaux. On va te voir d'ailleurs deux photos très marrantes, une avec Stéphane Diagana, non ça c'est une avec Stéphane Diagana qui était jeune à l'époque et qui est toujours jeune, hein, Stéphane qu'on salue, et avec Jean Galfion, le champion de saut à la perche. Là, tu es vraiment complètement fan. Hein. C'est que c'est le projet olympique que tu as en tête à cette époque-là. Oui. Pour moi, c'était déjà, je rêvais de finir dans une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Hein. C'était vraiment un rêve d'enfant. Donc forcément. Et t'as en fait un peu tous les sports à ton arc, parce que on va voir une photo et là, tu franchis vraiment un cap. Tu deviens championne de handball en 2000, donc moins de 18 ans. Et d'ailleurs, dans cette équipe qu'on voit, là où il y a on voit, vous êtes au milieu de la coupe, elle va arriver, cette photo. Photo d'ailleurs où on voit allongée, c'est Nina Kanto hein, qui va devenir championne du monde de judo. Enfin, on connaît, pas de judo, ça c'est toi, de handball. Et donc là, tu es vraiment au pied de l'INSEP, de sport-études. Tu penses que tu vas faire une carrière de haut niveau. Et non patatras, il y a une photo quelques semaines plus tard. Cette photo, on va la voir. Là, c'est du gros dossier, Asma. Oui. On a retrouvé une photo de toi. C'est une pauvre photo d'une Asma qui est en train de pleurer. Raconte-nous ce qui s'est passé entre le moment où tu deviens championne de France de handball, moins de 18 ans, et le moment où tu es en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, c'était le drame, puisque en fait, comme on disait, Nina Kanto, hein, que je salue, si elle me regarde, elle partait en sport-études, et puis beaucoup de mes copines, hein, elles étaient acceptées dans le cursus scolaire de partir à Aubonne. Et je pensais les suivre, et finalement mes notes ne suffisaient pas, donc il fallait avoir 15-16 de moyenne. Et puis on m'a arrêté en fait tout de suite. On m'a dit que c'est pas possible pour toi, donc les notes ne suivent pas, donc tu vas pas suivre un cursus de sport-études, donc tu vas te retrouver vers le professionnel. Donc après forcément c'est assez violent. On dit échec scolaire, surtout que je sentais que j'avais un potentiel et un grand talent dans le sport. Et finalement, j'ai fini en cuisine. Alors, j'ai fait un BP cuisine. Alors, voilà, rien à voir, un bac pro cuisine. Mais je crois que c'est parce que ta maman était dans ce milieu-là. Hein. Elle était dans l'hôtellerie. Alors, quelque chose qui est très, très drôle. Ouais. Je salue ma mère parce qu'elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, les Français, ils aiment la gastronomie. Ils aiment bien manger. Tu vas t'épanouir dans ce métier. Ok, bon, je vais faire ça, alors. Et donc, du coup, j'ai fait ça un certain temps, dans 3-4 ans, et puis voilà. Ouais, mais alors donc là, on est très très loin de tes rêves, hein, parce que oui. bac pro hôtellerie, tu peux plus t'entraîner, donc plus de handball, j'imagine, plus de sport de haut niveau, plus d'athlétisme non plus. Tu t'en veux un petit peu à l'école finalement, t'as pas pu faire sport-études juste parce que t'étais peut-être pas très très forte en français, et tu avais toutes les capacités en sport. Oui, voilà. Donc après, aujourd'hui, j'ai avec du recul et beaucoup de maturité, je pense que j'espère que les choses ont changé. Mais je vois à l'époque, il fallait vraiment avoir de grosses moyennes pour pouvoir accéder à un sport-études. Aujourd'hui, je pense que ça a un petit peu changé. Mais c'est vrai qu'on entend pour un adolescent, on lui dit échec scolaire, c'est d'une violence, parce que déjà cette phrase, elle devrait plus exister. Et donc du coup, je me retrouve déjà, quand on nous dit échec scolaire, on va se retrouver dans le professionnel. Alors même le professionnel, on le dénigre. C'est-à-dire que t'es un camp, que tu pars en professionnel, or que il y a des métiers
tous les métiers sont déjà honorables. Et le professionnel, c'est aussi une voie. Et souvent, on met le professionnel comme si c'était un échec. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Mais c'est vrai que j'en ai voulu beaucoup aller à l'école très très longtemps. Je commence à faire la paix maintenant. Alors, il y a quand même un événement qui a changé ta vie. Tu as 20 ans et tu rentres dans un dojo. Alors déjà, explique pour ceux qui ne connaissent pas le judo, ce que c'est qu'un dojo et raconte-nous ce qui se passe ce jour-là et quelle rencontre tu as faite. Alors voilà, enfin, c'est le destin. En fait, j'avais un ami qui faisait du judo et puis je suis partie tout simplement aller je suis partie le regarder et puis je connaissais pas du tout le judo. Alors c'est un sport je ne connaissais rien. Et je rentre dans le dojo et puis bon, il y avait un entraîneur et il me dit, au lieu d'attendre que le cours se termine, mets un kimono. Alors, je lui disais non, c'est un pyjama. Enfin pour moi, j'appelais ça un pyjama. D'accord. Et donc du coup, je mets le kimono. Et je fais un entraînement, et puis à la fin de l'entraînement, bon, il voit mes capacités physiques, tout ça, et puis je comprenais vite. Qu'on soit clair, t'avais jamais fait de judo avant dans ta vie? Non, à 20 ans, non, j'avais. Donc tu mets le pyjama là. Ouais, le pyjama là. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai pas aimé la première fois. Je n'ai pas du tout aimé, sauf que lui, ce qu'il a dit, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, tu feras partie des meilleurs si tu t'entraînes à ce sport. Ce sport, il est fait pour toi. Ouais, alors, Asma, faut quand même que j'explique quelque chose parce que tu es modeste, donc tu vas pas le dire. C'est en fait, tu mets ton pyjama, là, tu rentres sur le tatami et en fait, tu mets quasiment par terre tous ceux qui avaient des années et des années de judo, alors que toi, tu viens de découvrir ce sport. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ton entraîneur, Yves, te dit, tu vas devenir une athlète de haut niveau si tu t'entraînes. C'est ça. Voilà, exactement. Et donc, du coup, là, c'était mon Merlin l'enchanteur dans le bon sens. Waouh! Il m'avait donné quelque chose de très, très magique. Et du coup, voilà, ça a réveillé en moi quelque chose de... je peux faire les jeux. Donc, moi, c'était les jeux. Donc, je me suis entraînée. Il m'a revu tous les jours. Tous les jours, j'ai retourné dans la semaine pour justement passer les katas. Donc, en 3 ans de judo, je pense que je suis passée ceinture noire. Donc l'apprentissage, il était assez rapide, ce qui m'a en fait appris à être une combattante avant tout en fait, pour que ça aille plus vite. Donc voilà. Mais bon, ta vie, voilà, ce sont des zigzags puisque tu as déjà 20 ans, donc c'est vrai que par rapport à ceux qui sont en sport-études, qui sont rentrés beaucoup plus tôt, qui font déjà des compétitions, tu as pris un peu de retard. Et tu vas rentrer, donc 2 ans plus tard, c'est à 22 ans, chez les pompiers de Paris. Tu es une des premières femmes à rentrer chez les pompiers de Paris. On sait le niveau très élevé, c'est un milieu essentiellement masculin. Et donc là, on te voit d'ailleurs sur le camion. Pourquoi tu décides là, comme ça, sur un coup de tête, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, il y avait déjà je faisais partie du lot des premières femmes, parce que c'était en 2003, les premières femmes, les premiers régiments de femmes intégraient le contingent, intégré les sapeurs-pompiers de Paris, c'était tout nouveau. Et alors, ça vient toujours de la même chose. Moi, pour ma part, c'est déjà, depuis que j'étais petite, je rêvais d'être une super-héros ou faire quelque chose d'exceptionnel, athlète de haut niveau. Alors, à fur et à mesure du temps, je me suis dit, peut-être que je partirais pas au jeu, je serais pas peut-être une athlète. Et encore une fois, les pompiers, c'était sauver des vies et faire du sport toute la journée. Alors, il y avait rien de plus valorisant pour moi. Donc voilà, j'ai mis une cape de super-héros et je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire sapeur-pompier de Paris et je me suis épanouie. Je suis rentrée en jeune fille, j'en suis ressortie en femme. Donc 10 belles années de ma vie. Alors, évidemment, c'est épanouissant pour toi, mais en même temps, pour le sport de haut niveau, j'imagine que ce n'est pas facile, parce que c'est très, évidemment, c'est très, très, très lourd en termes physiques, être chez les pompiers de Paris. Et tu vas rentrer à l'INSEP, mais tu vas être surtout partenaire. Et il faut attendre un pays, parce que ta maman est marocaine, je le disais, le Maroc qui va te repérer, qui va se dire cette fille-là a des potentialités incroyables. Et tu vas, alors là c'est une anecdote assez rigolote, le Maroc se dit bon voilà on va miser sur Asma et tu vas faire tout le monde connaît Bercy, en judo c'est vraiment très reconnu et tu vas être dans les quatre premières, tu vas pas être éliminé au premier tour, ce qui fait que ton général pompier te repère et va te demander de choisir entre pompier
ou pompier français ou judokate marocaine. Hein. C'est ce qui s'est passé. Voilà, exactement. J'avais fait j'étais arrivée en demi-finale, j'avais fait pied du podium et forcément, bon bah, je commençais dans les médias à la marocaine, donc c'était un peu compliqué de rester dans l'armée française et en même temps être athlète de haut niveau pour le Maroc. Il fallait faire un choix. Et bah, mon cœur a parlé. Hein. C'est voilà, moi je suis une éternelle passionnée et puis je crois toujours en mes rêves. Donc je me suis dit c'est possible d'aller aux Jeux Olympiques. Donc le choix il était rapide. Et puis sachant que il y avait 10 ans de sapeur-pompier de Paris, je pense que voilà c'est devait se terminer là. Et donc, j'ai choisi. Et puis, du coup, voilà, c'était pour le judo. Écoute, t'as bien fait, hein, parce qu'ensuite, tu deviens... alors, tu gagnes le Grand Prix de Düsseldorf, qui est un Grand Prix très important en 2014. Tu es 4 fois championne d'Afrique, 2013, 2014, 2016, 2017. On va voir une photographie, là, c'est chez toi au Maroc, à Agadir. Et tu deviens, en fait, en ayant cette médaille d'or à Agadir... finalement, à toi toute seule, tu deviens le plus gros palmarès du judo marocain, hein, tout simplement. Et ton rêve, là on va arrêter le suspense, insoutenable, tu accomplis ton rêve. Tu vas au jeu. Hein. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait de se dire, ça y est, j'ai accompli ce rêve-là, tu vas au jeu de Rio. C'est le rêve de l'enfant que tu étais qui se réalise. Oui, voilà, c'est déjà ça. Enfin, on réalise pas, mais en fait... c'était la plus belle leçon, je pense, Rio, puisque en fait le parcours il a été juste exceptionnel. En fait, j'ai visité aujourd'hui, je suis peut-être à plus de 60 pays visités. J'ai rencontré des gens formidables, de partage avec beaucoup de monde dans le milieu du sport. Et le sport, c'est qu'il y a des émotions très, très fortes. Et j'arrive au jeu et en fait finalement la médaille c'est bien, hein, c'est vraiment la récompense. Et puis comme je dis. Rio, c'est mon rêve d'enfant. Et Tokyo, là, aujourd'hui, ça va être mon rêve de grande. Et par contre, je pense que le chemin, il a été juste exceptionnel et c'est ce que je retiens toujours. Donc, Asma, tu reviens nous voir avec la médaille d'or l'année prochaine. Hein. Je te propose d'aller sur une chronique qui s'appelle la chronique bonheur. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et cette chronique bonheur, elle est présentée par Béatrice Mabilon-Bonfils. Béatrice, bonjour. Bonjour. Tu es donc bonjour professeure d'université à CY Cergy Paris Université, prof en sciences de l'éducation, et tu es donc la directrice du laboratoire Bonheur qui est spécialisé dans les questions de bien-être et d'éducation. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette question du sport, de l'éducation, la place du sport dans l'éducation, ce qu'a dit Asma? Alors, on vient de voir avec Asma que pratiquer du sport de haut niveau, ça mobilise à la fois le corps et l'esprit. Or, en France, les liens entre le corps et l'esprit ont souvent suscité une certaine méfiance. Dans l'école française, le corps est un peu absent. Les journées des enfants à l'école, elles sont longues, elles sont statiques, beaucoup plus que dans d'autres pays comparables comme en Allemagne ou en Scandinavie. Alors, on peut repérer quand même qu'avec le déconfinement, une des hypothèses, c'est de diviser les classes en 2 groupes, la moitié faisant des activités physiques et l'autre moitié des activités dans la classe. Et ça peut être une opportunité pour faire autrement, parce qu'on sait que 50% des enfants ne pratiquent pas d'autres activités sportives que celles qu'ils font à l'école. Et on a une sénatrice, Françoise Gatel, qui propose même que le sport soit, après le déconfinement, une grande cause nationale. Alors, pendant le confinement, nous, parents, nous devons rester très attentifs à l'activité physique de nos enfants, pour leur santé physique, mais aussi pour leur santé psychique. Un enfant a besoin de mouvement. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de sommeil. L'activité physique va diminuer leur anxiété, leur permettre de se relaxer, parce que les ressentis corporels et émotionnels contribuent à leur équilibre. Le mouvement, ça aide à apprendre. Et alors, Béatrice, est-ce que tu as des petits trucs, des petites astuces à proposer, notamment aux parents pendant cette période? Alors oui. Si on a un jardin, évidemment, c'est beaucoup plus facile de jouer au ballon ou d'avoir une corde à sauter. Mais dans tous les cas, on peut trouver des solutions. La première petite clé, c'est qu'on peut apprendre en bougeant en permanence. On peut travailler debout, on peut marcher en apprenant ses leçons, on peut mettre un élastique accroché aux barreaux de chaise sur lesquels l'enfant balance ses jambes. On peut réciter sa récitation en allant d'une pièce à l'autre ou d'un étage à l'autre. On peut mimer les lettres dans le ciel pour mémoriser l'orthographe d'un mot, ou chanter en dansant l'étape de multiplication.
Et puis, en dehors des activités scolaires, il va falloir prendre du plaisir en famille en faisant du sport. On va pousser le canapé et puis on y va tous avec un tutoriel devant son écran, échauffement, exercice, étirement, et on prend du plaisir. On va jouer à cache-cache ou à 1, 2, 3 soleil, on va faire du yoga, on va finir la soirée en dansant tous ensemble en famille. Vos petites boules pleines d'énergie vont être ravies et vous aussi. Très bien, on attend la vidéo, Béatrice. Hein, on veut te voir. J'y penserai. On veut te voir en crocodile avec les enfants. Hein. D'accord. Asma, tu as est-ce qu'elle valide la sportive de haut niveau? Alors là, je valide à 100%. Alors moi, il y a une phrase que je m'applique souvent, c'est j'apprends en bougeant. Ça fait souvent mon entraîneur, il le sait, hein, je le salue, Franck, s'il regarde. Alors moi, j'apprends toujours par le jeu. Et Béatrice peut mieux en parler que moi là-dessus. C'est le développement en fait cognitif des enfants passe souvent par le jeu et le plaisir. Et c'est vrai que de rester 7 heures assis, c'est compliqué. Et sachant qu'il y a aussi des enfants hyperactifs, moi j'étais très hyper, alors punie tout le temps, mais hyper actif. Et alors souvent il y a une rupture qui se met parce qu'il y a un trouble de l'attention, trouble cognitif, donc forcément derrière qu'on appellerait ça plus tard un échec scolaire. Donc voilà, surtout là, le conseil que moi je pourrais donner, c'est individualiser, surtout à chaque enfant, individualiser à la personnalité de l'enfant surtout. Et si oui, pas seulement pour le sport donc. Ah non, mais vraiment pour tout. Alors vraiment pour tout. Et puis c'est propre au sport, mais aussi tout le savoir que j'ai acquis aujourd'hui, c'est vraiment via le jeu. S'il n'y a pas de jeu, je m'ennuie très vite et ça me passe pas. Très bien. Donc Béatrice au sport et Asma prof d'université à partir de demain. Hein. Je vois que les mots cognitifs là, c'est parce qu'en fait, j'ai pas fait toute ta biographie. Tu as aussi un diplôme de coach, c'est ça? Oui, voilà. Donc oui, j'ai ma structure en fait qui s'appelle Mind Over Matter. Donc l'esprit domine la matière. Je me suis formée tout ce qui est prépa physique, mais surtout une certification dans la préparation mentale, psychologie du sport. C'est vraiment un secteur qui m'intéresse beaucoup, parce que voilà, le champ mental, il fait partie intégrante des piliers de la performance. C'est quelque chose de super important. Et donc voilà, je m'y intéresse de plus en plus encore. Asma, je te propose de terminer par notre questionnaire QTH. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Le questionnaire QTH, le questionnaire qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, des questions un peu au tac au tac. Alors, tu sais que on dit souvent que pour être heureuse, il faut faire l'activité que tu aimes le plus faire, le plus souvent possible. Première question, quelle est l'activité qui te rend le plus heureuse? Le sport. Simplement. Peu importe, le sport. Vraiment, du moment que je fais du sport, je suis heureuse. Et je m'arrête jamais de faire du sport, en fait. Que ça soit... tu disais 20 heures par semaine, c'est ça? Oui, je suis une addict au sport. Et le jeu, vraiment le jeu. Le sport, et je trouve toujours un challenge, voilà, par le jeu. Alors, spécifique, tu fais que judo ou il y a d'autres types de sports Préparation physique, donc intégrante. Et puis, des fois, je vais aller peut-être faire un tennis. Une grande sportive, un basket, ou peut-être même jouer avec des amis s'ils vont faire un foot. Enfin, une grande sportive. Asma, la personnalité que tu serais heureuse de rencontrer. Alors, une personnalité vivante, mais ça peut être aussi une personnalité disparue. Hein. Albert Einstein. Alors, faut que tu nous expliques, là, Albert Einstein. Déjà, Albert Einstein, il était dyslexique et pour lui, il était en échec scolaire, en fait. Il n'aimait pas l'école et aujourd'hui, hein, c'est un génie. Hein. C'est pour ça que je mets un petit message à tous les petits enfants qui nous regardent avec leurs parents. Vous êtes tous des petits génies. Donc vraiment, vous avez tous des super pouvoirs et que même Einstein, il était dyslexique et il était en échec scolaire. Enfin, ce qu'on lui disait. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il a. C'est du grand Einstein. Quoi. Voilà. Vraiment, ouais. Mais ça marche pas tout le temps. Quand t'es pas bon en sport, moi, ça s'est pas amélioré avec l'âge. Troisième question, Asma. Le film qui te rend heureuse? Big Fish. Parce que je sais que t'es une cinéphile, hein? Oui, Big Fish. Pour ceux qui ne le... Donne-nous envie d'aller de le voir.
Alors c'est Tim Burton, si ceux qui connaissent le monde de Tim Burton, il arrive en fait c'est le seul qui a un sujet très douloureux. Il nous transmet, il nous le transforme avec beaucoup de magie et d'imagination. En fait, c'est une relation entre un père et son fils. Et je vous conseille vraiment de voir ce film. Il est très inspirant. Le mot qui te rend heureuse. Maintenant. Et dédicace à mon coach. Maintenant. Ah ben là, tu peux l'expliquer là quand même. Pourquoi dédicace et pourquoi maintenant? Ouais, non, parce que mon entraîneur Franck Bellard, on a détecté chez moi que le mot maintenant produit quelque chose chez moi, et c'est vrai que avant que je combatte, avant que je pars en compétition ou quoi que ce soit, juste avant que je monte sur le tapis ou je suis à l'entraînement, dès qu'il me dit maintenant, ça génère beaucoup de force chez moi et d'enthousiasme et beaucoup de bonheur. Et je me sens bien tout simplement, juste avec le mot maintenant. Je profite de ta présence, Asma. On a la baseline de l'émission, c'est l'émission qui booste votre sérotonine. Il y a donc des hormones du bonheur. Oui. C'est quoi la sérotonine? Parce que nous on en parle, mais toi tu sais vraiment ce que c'est. Oui, c'est l'hormone du bonheur en fait. Ouais. Donc on l'a donc faire un câlin, ça sécrète notre sérotonine. Donc voilà, dire des choses gentilles aux gens, ça sécrète notre sérotonine. Donc voilà, la bienveillance tout simplement. Mais en tout cas, voilà, le mot maintenant, ça déclenche quelque chose de très positif chez moi. Dernière question, Asma, et qui est un peu une carte blanche, c'est quel serait ton conseil pour tout simplement être heureux? C'est savourer le moment présent, et puis surtout, il n'y a pas de moment ordinaire. Il n'y a pas tout simplement de moment ordinaire, il se passe toujours quelque chose. Merci Asma, merci beaucoup d'avoir, Asma Niang, été la première invitée de cette émission à l'École du Bonheur. Donc, dans des conditions de confinement, moi j'ai aussi une spéciale dédicace à faire à Nicolas. C'est généralement en régie, tu as une quinzaine de personnes. Là, il y a une personne, Nicolas, qui fait tout du début à la fin, du son, etc. Et on a quand même réussi à tenir une émission... Enfin, vous en jugerez, qui tient le coup, et j'espère que ça vous a fait plaisir. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir cette première émission avec vous. Je vous donne donc rendez-vous très très bientôt. Merci Asma, merci Béatrice, et puis merci à vous tous. Prenez soin de vous dans cette période. Restez donc confinés jusqu'au 11 mai, et à très bientôt. All up in my mental playing make believe. Oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah.